Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangu, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont entre autres la tenue du 7e sommet ordinaire des États membres du G5 Sahel du 15 au 16 février 2021 à N'Djamena au Tchad. Une rencontre élargie à plusieurs pays de la région, des partenaires de l'Union européenne et des pays arabes. À suivre également dans ce forum, la situation préoccupante de l'insécurité qui prévaut dans la région de Maradi et de Tillabéri, avec la recrudescence des attaques et des enlèvements des populations civiles. Et enfin, nous terminerons donc sur les différents appels des couches socio-professionnelles à l'endroit des populations nigériennes en vue d'élections apaisées. Pour commenter et analyser ces faits de l'actualité, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Gare. Bonsoir. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Fati, bonsoir. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Nous ouvrons ce forum avec ce sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel tenu du 15 au 16 février 2021 à N'Djamena au Tchad. La rencontre visait entre autres à faire le point de la situation sécuritaire au Sahel ainsi que la coopération militaire franco-sahélienne. Le président tchadien Idrissa Déby Itno a profité de cette occasion pour annoncer l'envoi de 1200 soldats dans la zone des trois frontières Niger, Mali et Burkina Faso. À l'issue des travaux, un communiqué final a été rendu public. Quelle analyse faites-vous de ce 7e sommet du G5 Sahel tenu à N'Djamena, capitale tchadienne? Monsieur Gare Amadou. Oui, je pense que ce sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena, c'était la question que les gens se posaient, c'était de savoir est-ce que la France va retirer ses troupes? Parce que il y a quelques semaines de cela, le président français avait évoqué l'éventualité du retrait des troupes françaises, ou en tout cas de la réduction des troupes françaises au niveau du Sahel, donc la réduction de l'opération Barkhane. Mais je crois qu'après plusieurs tractations, force est de constater que malgré les succès opérationnels qui ont été réussis sur le terrain, l'insécurité est toujours là. Ils ont bien dit l'État islamique au Grand Sahara a été affaibli, mais Al-Qaïda et ses démembrements, à savoir la Katiba du Massina et puis, comment on appelle ça là, le groupe dirigé par Yada Ghali, n'est-ce pas? Le groupe de soutien aux musulmans, à l'islam et aux musulmans, le GICM, eux, ils sont toujours actifs. Donc, ce serait hasardeux pour la France de se retirer, ce d'autant plus que pour le moment, en tout cas, les pays membres du G5 Sahel n'ont pas encore leur capacité opérationnelle optimum. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les effectifs nécessaires qui leur puissent leur permettre de vraiment je ne sais pas, pouvoir en tout cas gérer cette situation-là. Et c'est même ce qui a fait que le président tchadien a dit que non, étant donné que je vois que la France est en train d'hésiter, ce qu'on va faire, comme l'armée tchadienne est une armée... Et c'est un pays auto-militarisé. L'histoire de la guerre, des différentes guerres que le pays a affrontées, c'est un pays ultra-militarisé. Je crois que je ne sais pas le nombre de troupes tchadiennes, mais ça va dépasser les 100 000 hommes. Donc, ils vont envoyer 1200 hommes dans les trois pays pour appuyer les armées. Même au niveau de nos armées, je crois qu'il y a des politiques qui vont dans le sens de l'accroissement de l'effectif militaire. Je crois qu'il y a quelques mois de cela, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense avait annoncé l'intention de l'État de faire en sorte que l'effectif de notre armée puisse atteindre 100 000 hommes. Parce qu'il dit que les effectifs actuels ne permettent pas d'avoir le résultat qu'on espère. Je pense que la confirmation, le maintien de l'opération Barkhane, c'est bien parce que moi je sais que c'est vrai, les gens disent que bon, si la France se retire, on sera obligé de se organiser. Oui, mais pour le moment, je pense qu'on a encore besoin. Cette lutte-là contre le terrorisme, c'est une lutte internationale qui a besoin de l'apport de tous les partenaires. Maintenant, il y a d'autres qui disent, par exemple, il y a une association française, Survie, qui dit que non, le maintien des troupes françaises continue à alimenter
la rhétorique des terroristes et ça leur permet de recruter parce que on a l'impression que selon Survie, l'armée française est perçue comme une armée d'occupation. Donc ça permet aux djihadistes de continuer le recrutement. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que ce sommet était extrêmement important. Ça permet de donner une nouvelle dimension à la lutte avec l'arrivée justement de ces 1200 soldats sadiens qui sont aguerris à la guerre depuis des dizaines d'années. Maïmouna Diado, quelle analyse faites-vous donc de ce 7e sommet des chefs d'État du G5 Sahel? Ok, Fatih, merci. Donc, l'analyse que je vais faire par rapport justement à ce sommet, c'est que aujourd'hui, j'ai suivi l'intervention donc d'abord du président, le tout nouveau président américain, Joe Biden, en visioconférence. Et je pense que ça pourrait changer aussi les choses parce que entre les forces, l'appui donc des forces extérieures, comme la France, comme par exemple les États-Unis, il y aura un changement. Parce que avant, c'est vrai, les États-Unis étaient là, mais on ne les sentait pas. Peut-être avec cette situation de renversement avec le nouveau président actuel, peut-être les choses vont changer. Et il y a également les 1200 militaires tchadiens qui seront envoyés pour appuyer les militaires déjà présents sur le terrain au niveau du Mali, la frontière Mali, Burkina et le Niger. Et je pense que c'est également quelque chose de bienvenu. Et quand on regarde également que la présidence, c'est le Tchad qui va occuper la présidence pour 1 an. Et on pense, tout le monde connaît déjà la fougue de ce président, Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby. C'est un combattant quand même. C'est quelqu'un qui a la possibilité aujourd'hui, qui connaît le terrain. Et on peut dire que les choses peuvent bouger. Donc, vraiment, ce que nous attendons, c'est que avec tous ces soutiens, c'est comme l'a dit Garé, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on a besoin de ces forces extérieures pour combattre le terrorisme. On n'a pas cette capacité en tant qu'Africains aujourd'hui de faire face à cette situation. Peut-être que les années, on ne souhaite pas d'ailleurs que le terrorisme va au-delà de ces années. On souhaite que la lutte soit pérenne pour que nous mettons fin donc à cette situation. Et je pense que pendant les 1 an, nous verrons le changement, s'il plaît à Dieu, avec le commandement d'Idriss Déby. On va essayer de voir comment ça va se passer. On ne peut pas juger très tôt l'homme, mais on verra l'acte de l'homme sur le terrain et ses décisions qu'il aura à prendre pour toute l'Afrique qui fait face aujourd'hui à cette situation d'insécurité. Hassan Boukar. Oui, je pense que pour moi, un des sujets majeurs évoqués par ce sommet, c'est la question du financement de la lutte contre le terrorisme. Et ça coûte cher de faire la guerre. Et c'est pour ça que les pays du G5 Sahel ont souhaité avoir l'appui de leurs partenaires européens et autres pour continuer à faire ce combat. Bon, alors, je pense que le sommet fait le constat qu'il y a toujours eu plus de promesses que de résultats concrets. Donc, ces ressources ne sont pas arrivées. La tentative de placer le G5 Sahel sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour lui permettre d'avoir un financement plus important et de façon pérenne, ça n'a pas non plus abouti. Alors, est-ce que ça va changer? Maïmouna a évoqué le fait que la Maison-Blanche a changé d'administration. L'administration Trump s'est illustrée par son refus de s'engager davantage sur les questions militaires, en particulier au Sahel. Alors, est-ce que les démocrates auront une autre vision? Dans ce cas, ils pourraient peut-être, puisqu'ils sont les principaux bailleurs des Nations Unies, ils pourront peut-être répondre à cette sollicitation que les États sahéliens n'ont eu de cesse à alimenter depuis 2-3 ans au moins pour que le G5 Sahel puisse bénéficier d'un financement des Nations Unies. Donc la question financière, elle est au cœur, à mon avis, de la stratégie pour gagner la lutte contre le terrorisme. Maintenant, il y a certes la dimension militaire, les autres l'ont rappelé, le Tchad a annoncé 1200 combattants qui vont arriver dans la zone des 3 frontières. Tout cela va dans le sens militaire. Je pense que le second aspect sur lequel
normalement maintenant tout le monde est d'accord, c'est de dire la dimension militaire va de pair avec une autre dimension, celle du développement. Faire en sorte qu'il y ait un minimum de présence de l'État dans ces zones en conflit, présence de l'État qui se traduise par un minimum de services publics au profit des communautés qui sont installées là, parce que le tout militaire, tout le monde voit les limites aujourd'hui. Alors, tout cela pose des questions de ressources. Maintenant, malheureusement pour les pays du Sahel, on est quand même dans un contexte international dominé par la pandémie de Covid-19, qui s'est traduite par des conséquences économiques quand même lourdes pour la communauté internationale. Regardez aujourd'hui comment l'économie européenne se retrouve. Dans certains pays, la chute se calcule en point de PIB en quelques mois, en quelques semaines. Donc, ça montre aujourd'hui que le monde vit une crise aujourd'hui. Alors, dans ce contexte, quelle est la chance pour que ces partenaires puissent davantage se mobiliser au profit du Sahel? Je m'interroge beaucoup. Mais pour moi, ce sommet, c'est vrai que le sommet laisse croire qu'il y a eu quand même quelques avancées. Les communautés peuvent toujours vivre les affres de la guerre. Mais si on voit un peu les termes du communiqué de ce 7e sommet, ça laisse croire qu'il y a quand même des choses qui avancent. J'ai vu par exemple qu'il félicite ce général nigérien, c'est Namata qui s'appelle, qui dirige pour dire qu'on a quand même des choses qui changent. Peut-être que si c'est le cas, c'est vraiment tant mieux. Mais encore une fois, actuellement, je pense que ce qui coince, c'est la question des ressources. Les pays du Sahel, au vu des multiples défis auxquels ils font face, ne sont pas à mesure apparemment de mobiliser toutes les ressources. Ils voudront quand même avoir l'appui d'une communauté qui, elle aussi, vit des difficultés. Alors, est-ce que les Français seront là? Est-ce qu'ils s'en vont? Je me pose vraiment la question. Alors, ils disent qu'ils seront là. Ce que j'interroge, rappelez-vous, il y a quand même quelques mois, lorsque les Américains, qui sont quand même les premiers à dire qu'ils vont s'en aller, les Français avaient fait tout un plaidoyer pour leur dire ne partez pas rester. Alors, eux, ils disent, ils agitent, je veux dire, ce risque, cette menace de se retirer, sachant bien que le conflit est bien là. Alors du coup, finalement, la question, est-ce qu'ils vont sur un échec en considérant que ce bourbier sahélien, il est extrêmement difficile à gérer? On laissera les États se débrouiller eux-mêmes, parce que ça coûte cher aussi. Je pense que l'opinion publique française pose aussi la question du coût de cette guerre. Alors les gens disent, mais cet engagement au Sahel, quand est-ce que ça va s'arrêter, sachant bien que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables français. Et donc, toutes ces choses-là font que j'ai l'impression que pour la lutte contre le terrorisme, il faut que les États sahéliens s'engagent davantage. Ils ont besoin des autres, peut-être pas forcément pour que des armées étrangères puissent être là dans l'espace sahélien, mais pour que, du point de vue de l'expertise, de la formation, nos forces armées puissent être capables véritablement de jouer leur rôle dans l'espace sahélien. Oui, Hassan Boukar, nous avons donc annoncé tout à l'heure le Tchad qui annonce l'envoi de 1200 soldats pour renforcer la sécurité au niveau des 3 frontières. Et comment donc cet appui du Tchad peut contribuer donc à changer la donne sur le terrain? Je pense que dans l'espace sahélien aujourd'hui, l'armée tchadienne est perçue comme une des armées quand même les plus performantes. Je pense que sa présence au Mali déjà depuis quelques mois, mais sa présence autour du bassin du lac Tchad avec le Niger, le Nigeria, a quand même laissé une bonne image de l'engagement du Tchad. Je pense qu'on parlait tout de suite du président Déby. Il a prouvé que personnellement, il peut s'engager. Rappelez-vous de l'opération colère de Bawama. Donc, ça montre quand même quelque part que l'armée tchadienne reste une armée redoutable, capable de s'engager et d'apporter son appui sur les autres. Bon, ça a un coût, hein. Je pense qu'à un moment, le Tchad aussi, ce qu'il mettait sur la table, c'est de dire j'aime bien contribuer à la lutte contre le terrorisme, mais ça coûte cher aussi pour le contribuable tchadien qui prend en charge tout cela. Le président Déby a avancé des chiffres pour dire que ça a coûté tant au trésor tchadien, etc. Ils vont s'engager, mais eux aussi, ça aura un coût. Alors, ça revient toujours à la question de comment mobiliser suffisamment de ressources et soutenir cette guerre. C'est une guerre qui est extrêmement difficile. Dans les pays sahéliens, ont toujours dit aux Européens, écoutez, ou vous nous aidez, ou vous laissez le terrorisme s'installer durablement au Sahel, et rappelez-vous qu'on est aux portes de l'Europe. Si le terrorisme s'installe davantage dans cette région d'Afrique, les Européens ne seront pas forcément à l'abri. Est-ce que cet argument va suffire? Est-ce qu'il faut chercher d'autres? Mais dans tous les cas,
aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mobiliser suffisamment de ressources pour faire en sorte que les pays puissent faire face à cette guerre. Les Tchadiens, ça va sûrement aider les autres armées du Burkina et autres, en tout cas qui ont besoin de cet appui. Mais encore une fois, la question de la prise en charge de la guerre, à mon avis, cette question n'est pas encore réglée. Je voulais ajouter, Fatih. Vous savez, le souci de la France est le double, en fait. Le souci des Français. D'abord, c'est le coût financier, parce qu'il estime que l'engagement de Barkhane coûte 1 milliard d'euros par an. Donc, et il y a le coût humain, les pertes en vies humaines. Ils disent que c'est un lourd bilan. 54 morts, moi ça me fait rire. Bon, c'est pas... Peut-être que pour l'opinion... C'est des vies humaines. Oui, c'est des vies humaines, c'est vrai. Mais quand on voit... Non, je pense qu'il y a un peu de... C'est-à-dire que pour eux, peut-être que l'opinion est très sensible, l'opinion française est très sensible à chaque victime. Mais il faut aussi expliquer que lors de ce sommet-là, la France a dit, certes, je ne me retire pas. Maintenant, je crois que le taux va être un peu plus desserré au niveau de la zone des 3 frontières pour être un peu concentré au niveau des groupes liés à Al-Qaïda. Parce que vous avez compris, ils ont fait une annonce que moi, je n'ai pas beaucoup aimé. Ils ont dit qu'ils vont chercher à décapiter la hiérarchie djihadiste. Ça veut dire quoi en termes clairs? On va chercher à tuer Iyad Ghali et Amadou Koufa. Quand on veut faire des missions secrètes comme ça, on ne les annonce pas. Parce que là, ces gens-là, ils vont se réorganiser. Vous comprenez? Ils se disent que, bon, attendez, là, nous sommes devenus des cibles prioritaires. C'était déjà des cibles prioritaires, hein, mais Iyad Ghali n'était pas une cible. Mais là, la France annonce que, pratiquement, et j'ai suivi un chercheur français qui explique que Iyad Ghali, ce n'est pas forcément l'allié des groupes Touareg qui sont au niveau de Kidal. Donc, j'ai compris dans ses propos que Iyad Ghali devient de facto une cible pour les groupes, pour les troupes françaises. Oui. Donc, ce nouveau tournant, cette annonce-là, moi, je n'ai pas du tout apprécié. J'aurais voulu que cette annonce-là soit secrète pour permettre aux forces spéciales de mener les opérations, parce que la France a déjà prouvé son efficacité sur ce domaine-là. Ils ont déjà tué le patron d'Al-Qaïda, le fondateur d'Al-Qaïda, Abdelmalek Drokdel, au niveau de la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ils ont tué Jamel Okacha et d'autres terroristes, etc., etc. Vraiment, les forces spéciales françaises sont très fortes, mais je n'ai pas voulu qu'ils annoncent. Oui, M. Garé, les appréciations sur la présence militaire française au Sahel sont mitigées. Et où se situe le problème et comment est-ce que la France peut mieux aider ses partenaires africains sur la situation sécuritaire? Je crois que cette fois-ci, la France va... Ce n'est pas qu'elle ne va pas être présente militairement, mais elle ne va plus être au premier plan. Et l'objectif principal aujourd'hui pour la France, c'est vraiment les missions commando pour essayer de neutraliser les patrons d'Al-Qaïda qui sont au niveau du Sahel. Les principaux patrons, ou les lieutenants des principaux patrons. Je pense qu'ils vont mettre plus en avant les armées locales, mais les armées locales aussi doivent se réorganiser en termes de matériel, en termes d'effectifs. Parce que je vous assure que les effectifs, pour pouvoir cadrer des territoires grands comme le Niger, c'est pas du tout facile. Et quand on voit ce qui se passe au niveau, par exemple, chez nous, au niveau de la zone de Tillabéri, malgré l'opération Dongo, malgré l'opération Al-Mahaw, on a l'impression que les terroristes arrivent à passer entre les mailles des filets des militaires pour venir commettre des attaques souvent atroces. Alors, merci M. Garé. Restons toujours sur la situation sécuritaire pour aborder le deuxième sujet du forum de la presse, notamment les récurrentes attaques perpétrées par des hommes armés dans la région de Maradi et de Tillabéri contre des populations civiles. En effet, au mois de février 2021, l'on dénombre au moins 3 personnes tuées dans le village de Guidansori, région de Maradi, dont un directeur d'école de la commune de Guidansori, et l'enlèvement de la femme des responsables du CSI de Djoumangada, toujours à Maradi. Mais Mouna Diado, qu'est-ce qui explique la récurrence de ces attaques dans cette région de Maradi? Ce qui explique ces attaques récurrentes peut-être dans la région de Maradi, il faut d'abord faire comprendre que Maradi a une frontière avec le Nigeria. Ce n'est pas du tout facile. Il faut comprendre également que c'est une population, parce que l'ennemi aujourd'hui est au sein de la population. Ça veut dire que quand on regarde, ce n'est plus l'insécurité que nous connaissons, mais c'est une forme d'insécurité qui est là. Où il faut kidnapper
pour demander des rançons. Donc, ceux qui ils kidnappent là, ils prennent tout le temps de cibler d'abord ce qu'il faut enlever. Et c'est des pauvres populations. Et ces victimes-là, ils ont, en fait, c'est comme je le disais, c'est au sein de la population. Donc, ça veut dire que c'est plus fort qu'aujourd'hui l'armée. L'armée est sous le pied de guerre avec ces terroristes de l'autre côté, donc les Boko Haram et tout. Et voilà encore la forme, aujourd'hui, une autre forme d'insécurité qui se développe. Donc, dans ce cas, s'il n'y a pas la contribution de la population pour amener leur contribution à ces forces de défense et de sécurité, nous allons toujours assister à ces genres de kidnapping. Qui vous dit qu'aujourd'hui, peut-être ceux qui sont en train de faire les kidnappings là ne sont pas avec ces populations tout le temps? Peut-être que c'est les mêmes populations. Tout est possible. On a besoin d'argent, il faut kidnapper. C'est les astuces. On veut faire du trafic, il faut kidnapper. Parce qu'il faut de l'argent. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en prendre à un enseignant. Tu es un enseignant. Même un élève, tu es kidnappé la femme d'un directeur. Je ne vois pas le lien en fait. Et aujourd'hui, on demande à ces gens qui ont été kidnappés, à leur famille, de verser d'énormes sommes. Mais si toi, tu n'en as pas, ta famille n'en a pas, on fait comment avec? Et de surcroît, on négocie. On prend ton téléphone, on négocie avec la personne, le numéro qu'on appelle, on négocie et plus de traces. C'est quand même inquiétant. Si aujourd'hui, on ne peut pas pister ou je ne sais pas, il y a une manière de moins de savoir le coup de fil qui a été, ou bien le téléphone, ou bien ça émet de quelle zone, est-ce que c'est au Niger, est-ce que c'est vers le Nigeria. Au moins, il y a cette possibilité de retracer l'appel. Donc, je me dis que là, sincèrement, si on veut mettre fin à ça, il faut qu'il y ait l'adhésion de toute la population autour de ça. Parce que ce qui arrive à l'autre voisin peut arriver aussi. Et c'est parce que les gens ne dénoncent pas. Ils ont peur de dénoncer. Parce que là aussi, quand tu dénonces, il faut t'attendre au pire. Ceux-là ont été kidnappés. Toi, quand ils vont venir, ce n'est pas te kidnapper, c'est te tuer. Mais je pense que ça ne devrait pas faire reculer le fait de contribuer à donner plus d'informations aux forces de défense et de sécurité. C'est ça, en fait. Hassan Boukar, qu'est-ce qui explique la récurrence de ces attaques dans la région de Maradi? Je pense que depuis quelques années, ces groupes-là, ils font une sorte d'accalmie quelques semaines, puis ils reviennent à la charge. Donc, ils montrent simplement qu'ils peuvent attaquer à tout moment. Ils se sont bien installés dans cette zone frontalière entre le Niger et le Nigeria, un peu dans l'état de Katsina, dans l'état de Sokoto, en tout cas au nord Nigeria. Ces groupes-là sont bien présents. Et aujourd'hui, c'est vraiment une sécurité business, quoi. C'est-à-dire, ils font des enlèvements, après, ils demandent des rançons. Et ça montre, au fond, ce que ça montre, c'est l'incapacité des États aujourd'hui à assurer un de leurs rôles régaliens. Un des rôles essentiels de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Et donc, au Nigeria, comme dans notre pays, ça montre que les États, pour l'instant, ne sont pas capables d'assurer la sécurité des citoyens. En pareille circonstance, quelles peuvent être les conséquences? Par exemple, dans la zone de Difa, où les gens ont été exposés pendant des années, depuis au moins 2015, à cette insécurité, je pense que dans certaines communautés, de plus en plus, on parle des gens qui ont choisi de s'armer. C'est-à-dire, vous vous défendez vous-même. Vous savez que ces gens-là arrivent parce qu'il y a une circulation des armes à feu très facile. Ils viennent avec des armes à feu et c'est pour ça qu'ils peuvent enlever votre bétail. Ils peuvent venir physiquement s'en prendre à vous, tuer des gens. C'est parce qu'ils sont armés. Et donc, les autres peuvent être tentés de leur opposer la même force. C'est-à-dire, ils vont leur opposer les mêmes arguments. Les gens vont se dire, bon, dès lors qu'au moment où il arrive pour enlever un membre de la famille, pour tuer quelqu'un, si vous avez les mains vides, vous ne pouvez pas faire face à ça. Les FDS ne sont pas forcément dans les parages. Et donc, les gens vont chercher à se défendre. Donc, c'est pas
la bonne nouvelle pour un État. Donc, c'est-à-dire que plus l'État recule par rapport à ses obligations d'assurer la sécurité, plus une sécurité privée va se substituer à l'État. Et en pareille circonstance, même si la situation s'améliore, vous aurez du mal à remettre de l'ordre. Et donc, à mon avis, c'est un peu ce qui arrive dans cette zone. Comme Mouna l'explique, vous avez l'impression d'être dans un film quand vous suivez dans les réseaux sociaux des audios qui disent ok, on veut 10 millions, puis vous négociez. Mais voilà, vous dites, mais alors dans quel monde nous sommes, quoi, franchement. Et à mon avis, aussi longtemps que les États ne peuvent pas se ressaisir pour assurer vraiment la sécurité des citoyens, on aura à faire face à ce type de situation. Peut-être que ça va arriver en milieu urbain, ça peut arriver, parce que plus l'État n'arrive pas vraiment à mettre fin à cela, j'ai l'impression qu'au Nigeria, il y a des moments où ils sont venus en plein midi, déguerpir des populations, des villages avec des menaces et tout ça. Dans la zone de Tillabéri, ils ont envoyé des messages pour dire aux gens quittez avant qu'on arrive, etc. Ça montre que ces groupes ont vraiment des espaces dans lesquels ils ne rencontrent pas la force publique. Et ils sont libres de faire ce qu'ils font. La complicité de la population. Voilà. Et dans les ménages, je pense que quand un membre de la famille est entre les mains de ces gens, vous cotisez vos maigres sous, vous prenez, vous leur donnez. Et aussi longtemps qu'ils n'auront pas vraiment la force publique en face d'eux, ils vont continuer à le faire parce que c'est un business apparemment qui marche. Même les groupes terroristes, c'est un peu comme ça qu'ils se financent. Lorsqu'ils enlèvent des gens, ils demandent des rançons. Tout le monde pense qu'aujourd'hui, c'est une des sources les plus sûres pour le financement. Faut-il craindre que cela ait un impact sérieux sur le système sanitaire et éducatif dans ces zones? Mais c'est clair que si des enseignants sont enlevés ou tués, des élèves aussi. Oui, des élèves sont tués, si des infirmiers sont enlevés, etc., c'est sûr que les gens vont réfléchir à deux fois avant de se déployer dans cette zone-là. C'est-à-dire, moi, ceux qui sont là-bas, les enseignants qui sont dans les zones là, les zones de Madaroufa et consorts là, et les infirmiers, bref, tous les fonctionnaires qui sont dans ces milieux-là, vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour eux, mais c'est des situations extrêmement difficiles. Même au niveau, c'est-à-dire que c'est général, dans des zones reculées de Tillabéri vers la frontière, dans des zones de Difa à côté de la frontière du Nigeria, c'est des agents de l'État qui sont en train de souffrir, qui sont en permanence sous la menace d'attaque. Et maintenant, ce qui me cœur, c'est que là, on ne parle même pas de groupes terroristes qui ont une idéologie ou quelque chose comme ça. Non. Ça, c'est des bandits. Des hommes armés. Oui. Mais c'est du business. C'est du business. Mais parce que c'est du business, pourquoi? Vous savez, nos États n'ont pas le moyen, en réalité, aujourd'hui, les moyens technologiques de mener la guerre. C'est pourquoi cette guerre-là, ça va prendre du temps. Vous avez vu, quand on a enlevé un citoyen américain à Kony, les abrutis, ils ont appelé à l'ambassade avec un téléphone. Les Américains, mais bien sûr, les Américains les ont localisés, ils ont envoyé un commando. Dans la nuit, on a liquidé tous les gens et puis on a ramené l'otage. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de mener des opérations de ce type. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que nos armées se modernisent. Il faut qu'on ait les moyens aériens qui peuvent nous permettre de mener des opérations nocturnes. On ne les a pas. Et c'est ce qui fait que les populations, dès qu'on leur demande de rançon, ils sont sûrs d'une chose. L'armée ne va pas partir libérer ou... Ah non, ils ne vont pas partir libérer les gens là. Oui. Donc ce qu'on a de mieux à faire... Donc, il faut mobiliser ça. Ah, mais il faut mobiliser les sous et payer. Et ça, c'est un problème. Mais regardez ce qui se passe au Nigeria. En pleine ville, des gens... Je crois qu'hier, il y a eu même un enlèvement. Je ne sais pas de combien de personnes. Moi, je suis étonné. Un pays qui est considéré comme une des forces militaires du continent, avec une pagaille comme ça. C'est cette pagaille-là qui est reversée sur nous. Oui, c'est cette pagaille-là qui se reverse. Parce que la plupart de ces bandits-là, ils sont originaires de... Mais donc, franchement, je pense que modernisons nos armées pour leur permettre d'avoir les capacités de pouvoir neutraliser ces groupes terroristes. Ils sont dans des forêts qui sont connues. Oui, M. Garé, les éleveurs du nord Tillabéri sont aussi confrontés à un problème d'insécurité dans certaines localités. Ils sont victimes de vols de bétail et prélèvement de la zakat par ces groupes armés. Qu'est-ce que l'État du Niger fait donc peut faire pour mieux assurer la sécurité des populations de cette zone et surtout les éleveurs contre cette forme d'insécurité aussi? Oui, je crois que cette situation des éleveurs du Nord Tillabéri, elle ne date pas d'aujourd'hui en réalité. Moi, je me rappelle bien que bien avant l'arrivée des premiers groupes djihadistes
Il y avait ce conflit entre les Peuls et les communautés d'Aoussa qui étaient au Mali. Je crois que j'étais régulièrement en contact avec un des représentants du Conseil national des éleveurs du Nord-Tilabéry, à savoir Boubacar Diallo, avec lequel je discutais régulièrement. Il me dit que qu'est-ce que les Daoussa font? Ils viennent au Niger, ils enlèvent le bétail, ils enlèvent des personnes, ils les amènent. Est-ce que vous comprenez? Et à un certain moment, les éleveurs étaient obligés de s'organiser et de s'armer. Oui, et de s'armer pour pouvoir se défendre. Tout ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'État n'a pas aujourd'hui, à l'état actuel des choses, l'État n'a pas les effectifs nécessaires pour pouvoir bien mener ce combat contre le terrorisme. La frontière entre le Niger et le Mali, ça fait 800 km. 800. Uniquement Niger-Mali, 800 km. Et donc, si vous prenez 800 km, c'est de Niamey jusqu'à où? 800 km. Vous voyez comment c'est long? Et donc, il faut forcément qu'on arrive, l'effectif actuel de notre armée là, il faut qu'on puisse le multiplier par 4. Il faut qu'on ait une armée comme l'armée du Tchad. Le Tchad, Idriss Déby a dit, moi je peux sécuriser mon pays. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi je peux sécuriser mon pays, j'ai les militaires. Puisque quand le problème de financement de ces opérations, quand il envoie ses troupes à l'extérieur, c'est sur le budget national, il dit, mais moi je peux sécuriser mon pays. Il faut qu'on ait les troupes nécessaires qui puissent nous permettre de sécuriser nos pays. En ce moment-là, peut-être que les troupes étrangères, on peut leur dire, allez-y. Nous allons écouter Hassan Boukar. Ce que je veux dire, la dimension militaire, encore une fois, c'est juste un aspect de cette guerre. Regardez ces groupes-là. Si je prends le cas de Boko Haram dans la zone de la Tchad, je pense que de 2015 à aujourd'hui, beaucoup de combattants ont été neutralisés, soit par le Cameroun, le Tchad, le Niger ou le Nigeria. Mais ils ont la capacité encore de renouveler les hommes. Pourquoi ils arrivent à les renouveler? C'est qu'on est dans un contexte de pauvreté. Vous avez de nombreux jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'emploi, auxquels il faut myriader des intérêts. Et donc, à mon avis, pour gagner ces guerres à moyen et à long terme, c'est à la fois la dimension militaire, mais faire en sorte que les raisons pour lesquelles, avec une certaine facilité, ces jeunes se retrouvent dans ce groupe, il faut agir sur ces raisons. Il faut donner de l'emploi aux gens, il faut que les gens aillent à l'école, il faut qu'ils étudient, il faut que l'État soit présent, il faut qu'il y ait un minimum de services publics dans ces zones-là. Ça ressemble à des territoires abandonnés. Rappelez-vous que toutes les rébellions ont choisi ce type de prétexte pour se développer dans ces espaces. Donc, à mon avis, la dimension militaire, c'est un des aspects. Merci Hassan Boukar. Enfin, donc, nous entamons la dernière partie de ce forum de la presse. La dernière partie est relative à l'appel des couches socio-professionnelles pour des élections apaisées. Après les déclarations des structures féminines, des organisations de la société civile, c'était le tour de la Commission nationale des droits humains, CNDH, d'appeler les citoyens à maintenir un comportement citoyen en votant dans le calme et la sérénité le 21 février prochain. Pourquoi donc tous ces appels des citoyens à des élections apaisées, Maïmoune Diado? Pourquoi cet appel donc de ces couches en faveur des élections apaisées? C'est parce que quand on regarde le contexte actuel, quand on regarde aujourd'hui ce qui est servi aux populations nigériennes, on a comme l'impression que les gens, ou bien on ignore qu'il faut aller vers des élections apaisées. C'est comme si c'est une guerre ouverte entre politiciens, entre populations. Donc, ça fait peur. Ça fait peur quand on parle de régionalisme. Ça fait peur quand on parle d'ethnocentrisme. Ça fait peur quand on parle du racisme. Parce que je me dis que aujourd'hui, si le contrôle nous échappe, c'est pas bon. On n'a qu'un seul pays, le Niger. Et on doit œuvrer dans le sens qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité, qu'on ait des élections libres, transparentes et des élections apaisées. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la haine que nous avons. C'est de taire cette haine. C'est de faire en sorte que les populations, parce que quand nous regardons l'aspect politique, quand on regarde les messages qui sont en train d'être véhiculés, ce n'est pas des messages qui appellent à la paix, à la cohésion. C'est des messages qui envenimeux, qui mettent le feu, qui en fait déstabilisent l'esprit de ces Nigériens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler
dans les messages, mais c'est trop tard parce que nous sommes déjà à l'avant-veille, oui. à quelques heures de la fin de la campagne électorale. J'aurais bien voulu que cette question soit posée avant la fin de cette campagne pour qu'on puisse attirer l'attention de ces hommes politiques. Aujourd'hui, on ne fait pas la politique comme la guerre. On défend des idéaux, on défend son programme, on défend ce qu'il faut défendre. Mais on ne peut pas aujourd'hui alimenter des populations sur la base d'ethnocentrisme, sur la base du régionalisme. Nous sommes quand même des Nigériens. On est obligé de se supporter. On est obligé de s'aimer. Dans la douleur, comme on le dit, et dans les moments de joie. Merci. Ce que nous voulons, moi je vais dire, l'appel que je vais dire, c'est qu'on aille vers des élections apaisées. Celui qui gagne, c'est Dieu qui a voulu que cette personne gagne. Celui qui perd, met d'abord l'intérêt du pays en avant. Et épargnez-nous, parce que nous sommes des pauvres citoyens, quand même. Épargnez-nous pour que, entre nous, qu'il n'y ait pas cette révolte. Entre nous, qu'on ne se haïsse pas. Parce que nous sommes déjà mariés les uns des autres. Nous sommes aujourd'hui des communautés. Pas une communauté différente de l'autre communauté. Mais devant l'histoire, on est tous des Nigériens. Monsieur Garé, nous ne connaissons pas ce comportement du Nigérien en période de campagne. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Mais on est arrivé là parce que, justement, les leaders politiques ont dépassé toutes les frontières. On a connu de campagne électorale. Mais ce qui s'est passé, c'est comme le dit, la campagne est presque finie. Ce qui s'est passé au cours de cette campagne-là, surtout ce deuxième tour-là, dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite au niveau de ceux qui sortent de la bouche. On dit qu'il faut remuer la langue 2 fois. Non, non. Les hommes politiques n'ont pas pris les précautions nécessaires, même lors des meetings. Mais moi, par exemple, par rapport à la déclaration de la CNDH, moi, ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais bien voulu. C'est vrai que cette déclaration fait suite à une mission qui est menée à Agadez, mais ces derniers temps, tous ces appels à la haine, ce technocratisme, ce régionalisme-là, j'aurais bien voulu que la CNDH interpelle les acteurs politiques sur leur devoir d'avoir un comportement responsable en tout instant, en tout lieu. Mais, moi, ça m'a laissé sur ma faim. Juste appeler les Nigériens à œuvrer pour avoir des élections sur la paix. J'ai trouvé ça un peu... Oui, Garé, justement, à propos donc, de ces écarts de langage, le procureur de la République a, dans un communiqué, attiré l'attention du public et donc mis en garde les auteurs de ces agissements, surtout publiés sur les réseaux sociaux. Comment donc vous interprétez cette intervention du procureur? Non, moi, cette intervention du procureur, elle est la bienvenue. Vous ne savez pas ce que la haine ethnique, la haine raciale peut amener dans un pays. Il faut faire extrêmement attention. Si le procureur s'est prononcé, c'est parce que la situation est grave. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, j'aurais bien voulu que la CNDH puisse se prononcer également sur ces discours malheureux de certains acteurs politiques. Mais le procureur a compris le danger. Vous voyez ce qui est arrivé au Rwanda, dans d'autres pays, même en RDC, n'est-ce pas? C'est-à-dire, faisons attention. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Tu as ton ambition politique, mais il ne faut pas que sous prétexte que toi tu es ambitieux, que tu puisses entraîner le pays dans une situation pour laquelle toi-même on sait que tu ne seras pas là pour l'affronter. Tu es habitué à prendre la poudre d'escampette. Donc, et je pense que le procureur a bien fait. Il a averti les gens. Faites attention. Pourquoi il l'a fait? Parce que je vous assure que un conflit interethnique ou un conflit racial, ça peut détruire un pays. Et il faut que les gens fassent extrêmement attention. Heureusement, depuis que le procureur a sorti son communiqué, j'ai quand même remarqué sur les réseaux sociaux une sorte de baisse de tension. Mais au niveau des hommes politiques, non. Ils continuent. Hein. Mais c'est la guerre. Ils continuent. Non, mais oui, c'est vrai ce que Memoun dit. Pour eux, c'est la guerre. Et c'est d'autant plus dommageable que, non, on cherche à mettre en confrontation une partie de la population contre une autre partie de la population. Faisons attention.
D'accord, mais Garé, on va à présent écouter Abba avant de clôturer. C'est la même population qui écoute et l'autre candidat. Et c'est c'est les mêmes militants qui reviennent de ce. Je pense que cette crise, ces appels-là à la cohésion sociale. Cette crise, je pense que tout le monde l'a vu. En fait, ça prend de l'ampleur avec les élections, mais on l'a vu se dessiner depuis 2-3 ans. Je pense que le processus qui a conduit à ces élections s'est déjà installé avec une crise qui fait qu'une partie de la classe politique a pratiquement boycotté jusqu'à un passé récent tout le processus, jusqu'au premier tour. Il y avait deux factions politiques qui ne se parlent pas, qui montrent qu'ils sont incapables de faire le moindre consensus. Le CNDP, on voit ce qu'il en a été. Alors, il y a peut-être aussi une gouvernance qui est allée dans ce sens, il y a une opposition qui est allée dans ce sens, et du coup, finalement, déjà, la réalité à la veille de ces élections était telle que lorsque on s'engage dans un processus comme les élections, qui est un processus sensible par essence, on ne peut pas échapper à ce type de choses. Donc ça montre que la classe politique, face aux enjeux de pouvoir, n'oublions pas, je pense que le fond c'est des enjeux de pouvoir, parce que dans ce pays, si vous avez le pouvoir, vous avez tout. Si vous perdez le pouvoir, vous perdez tout. Donc peut-être aussi la raison. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est véritablement un enjeu de pouvoir aujourd'hui. Mais les appels, c'est bien. La CNDH, les médiateurs, c'est bien de faire des appels. Mais l'une des rares choses, à mon avis, ou peut-être l'une des choses essentielles qui ferait en sorte que les choses se passent bien, il ne faut pas qu'il y ait de vote dans les élections. Si le processus, c'est-à-dire de vote, de sécurisation du vote, de proclamation des résultats ne se passe pas bien, eh bien, ça va être l'une qui va, l'étincelle qui va mettre le feu. Donc, à mon avis, c'est bien de faire les appels, comme ils l'ont rappelé, la campagne normalement demain, vendredi. Normalement, la campagne vendredi, c'est fini. Mais si le processus de vote se passe mal, rappelez-vous de tout ce qu'on a entendu sur le premier tour déjà, que des hommes armés sont partis, que le vote, les gens sont allés faire les recours. Les recours n'ont pas donné les résultats qu'ils attendent. Mais les gens ont continué à avoir le sentiment d'injustice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que les gens ont choisi la voie légale en allant demander à la Cour constitutionnelle de dire, au vu de telle chose, on vous demande d'annuler ou de nous faire justice. La Cour a tranché, pas forcément dans le sens qu'il attend, mais le sentiment d'injustice, lui, il est resté. Les gens ont eu l'impression, ok, c'est la Cour constitutionnelle, on n'a pas d'autres recours, mais on n'est pas sûr que les choses doivent se passer comme ça. Alors, si au second tour aussi, il y a du vol, tout ce que les gens ont reproché se passe, je pense que ça va être plus difficile à vivre. Oui, je voulais en quelque sorte. Je ne suis pas d'accord avec Hassan Boukar. En réalité, quand on fait la lecture de tous les discours qui sont prononcés, on n'est pas dans un état d'esprit d'accepter des résultats des élections. Vous avez par exemple des gens qui considèrent que tant que ce n'est pas eux qui gagnent là, ce n'est pas bon. Quel que soit... Mais les deux camps disent ça. Non, attends. Non, mais cette fois-ci, là où c'est encore plus criard, l'opposition déjà est en train de parler, de demander, en tout cas, un des cadres de l'opposition, de demander à des militants de s'armer. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas parti au Mais vous savez que le camp au pouvoir dit, je vais gagner et gare à ceux qui vont protester. Non, ça aussi, je pense que c'est les deux camps qui le disent. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangu. Vous avez eu donc comme invité Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Monsieur Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Merci donc de répondre à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème baisse du niveau des élèves, et le dimanche, le forum en Germa sur le thème impact de l'état d'urgence sur les activités économiques des populations de Tillabéri. La technique est assurée par Seyni Isaka, la réalisation Mustafa Ayouba.